Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. Décryptons l'actualité lyonnaise de la semaine avec autour de la table le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des idées publiques et de l'équipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Cézélie, l'ancien journaliste Slim Mazni et le politiste Romain Mels. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Alexis. Au sommaire aujourd'hui, l'OL et Jean-Michel Aulas, le RN qui déserte Lyon et ce qu'on retient de cette saison politique 24-25. C'est le tremblement de terre de la semaine à Lyon. L'OL a été relégué administrativement en Ligue 2 par la DNCG à cause de ses finances et des promesses rarement tenues de John Textor. Ce serait une catastrophe sportive, sociale, économique pour le territoire, d'autant que rares sont ceux qui imaginent autre chose qu'un dépôt de bilan pour le club qui n'est pas formaté pour jouer une autre compétition que la Ligue 1 et l'Europe. Alors si John Textor est officiellement persona non grata à Lyon, beaucoup de voix s'élèvent contre Jean-Michel Aulas, qui serait pour les supporters et les observateurs le grand architecte de ce désastre. Est-ce que cet épisode peut sérieusement remettre en cause sa candidature à la mairie de Lyon ou encore ses chances de l'emporter, Alexandra ? Alors, on commence le foot par moi. Mais oui, c'est normal. Je le sens. Qu'est-ce qui a mis les derniers pénaltys ? Non, mais je sais qu'on va avoir beaucoup d'experts autour de la table, donc voilà. Bon. Non, très sérieusement, alors beaucoup disent, je ne crois pas, en fait, effectivement, dans le petit monde des experts de la politique qui vont beaucoup au foot et dans le monde des experts du foot qui aiment bien parler de politique, effectivement, on joue un peu à se faire peur sur ce scénario. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas. On peut facilement le comprendre compte tenu de son passé, de tout ce qu'il a pu faire sur le sujet du club. Mais plus sérieusement, les experts s'accordent à dire que sur la décision qui a été pour l'instant rendue, elle reste provisoire, elle sera conditionnée à un appel. Visiblement, ce sont des enjeux financiers qui vont se résoudre ou qui devraient se résoudre. Et le jeu, c'est visiblement peut-être d'essayer de sortir Textor. Donc, bon, il y a un gros dossier, effectivement, un gros sujet sur ça, mais est-ce que ça aura de l'impact sur la future campagne de Jean-Michel Aulas s'il confirme qu'il est candidat? Moi, je ne le crois pas. En tous les cas, y a pas, voilà, oui, des supporters sont inquiets, évidemment, mais ça n'aura pas d'impact plus que ça, je pense, en dehors du microcosme des gens qui sont passionnés par le sujet. Raphaël ? Je suis assez d'accord, c'est difficile de lire la campagne à travers simplement cette histoire. C'est évidemment pas une bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas. Parce qu'à l'inverse, il aurait été porté par une réussite du club, aurait permis de rappeler que c'était lui qu'on était à l'origine. Mais ça va quand même mettre un biais d'attaque contre lui. Là où l'OL aurait pu être une force, ça va devenir une faiblesse dans la campagne. On va rappeler l'historique, la genèse en fait de cette histoire. Et ce qui s'est passé, Jean-Michel Aulas a été un très grand président de l'OL, qui l'a pris dans le club en Ligue 2, qui l'a fait monter. Et puis à un moment donné, il a vendu aux Lyonnais que pour gagner une Coupe d'Europe, il fallait passer une autre étape. Ça a été d'abord l'entrée en bourse. Les supporters, ils pardonnent beaucoup de choses. Tant que leur équipe gagne, ils sont prêts à beaucoup de sacrifices parce qu'un club, c'est autre chose qu'une entreprise. Ils ont mis leur argent, ils ont mis leurs économies pour soutenir le club. Ils sont fait... Le taux a été divisé par 10, je crois, assez vite. Donc ils ont perdu leur argent. Vous n'avez pas vu de fronde dans la ville. C'est pas grave parce que le club se développait. Derrière, on nous a dit il faut un grand stade parce que c'est comme ça qu'on gagnera une Coupe d'Europe, on ne pourra pas y arriver sinon. Et en fait, il a fait basculer l'Olympique lyonnais par ces deux étapes-là dans un monde financier, en fait. Dans quelque chose qui est autre chose qu'un club et dont aujourd'hui, c'est la conséquence logique. Il n'est pas responsable de la gestion de Textor. Il est responsable d'avoir créé les conditions qui ont fait qu'à la fin, c'est un fonds de pension américain qui achète et qui, en fait, n'a rien à faire d'être à Lyon ou ailleurs, de quelle franchise, de quelle ville. Ils ne prennent même pas la peine d'aller rencontrer le maire de Lyon ou le président de la métropole. Ça ne rentre pas dans leur univers. Et oui, Aulas est responsable d'avoir créé ça. Slim ? Il n'est pas responsable de la gestion catastrophique de Textor, parce que la vérité, c'est que John Textor n'a pas su gérer les finances de ce club. Voilà. Et ni le business, ni le trading joueur, ni rien. Hein. Les fonds propres sont négatifs à hauteur de 80 millions d'euros quand même aujourd'hui. Aulas, quand il vend l'OL, il reste 100 millions d'euros pour payer le stade. Donc la gestion d'Aulas, elle n'est pas vraiment en cause. Ce qui plombe un peu les comptes de l'OL, c'est quand même les prêts garantis par l'État en raison de la crise Covid. Après, le sujet, là, puisque c'est Lyon Politique, donc est-ce qu'il y aura un effet politique sur Jean-Michel Aulas? Le seul procès qu'on puisse faire à Aulas, c'est le modèle.
c'est effectivement, il a vendu aux élus de l'époque que pour faire de Lyon un grand club et surtout pérenniser et rendre l'OL indépendant des résultats sportifs, il fallait asseoir un modèle économique, et ce modèle économique, il était assis non seulement sur le stade, mais sur un projet immobilier. Et donc l'OL s'est mis à faire tout autre chose que du foot. Voilà. Et ben, quand on fait tout autre chose que du foot, on a autre chose que du foot, parce que depuis plusieurs années, ce qui faisait le modèle économique de l'OL, c'était la qualification en Ligue des Champions, qui faisait des recettes de droits de télé colossales. On le voit aujourd'hui, c'est impressionnant ce qu'ils peuvent rentrer en droits de télé aujourd'hui sur la Ligue des Champions. Et tout ça a disparu, parce qu'en fait, l'OL, y compris sur la fin de la gestion OLAS, on parlait plus de foot, on parlait de projets immobiliers. Et l'OL était devenu un grand promoteur immobilier. Et l'OL Land, là-bas, quand on fait des piscines à vagues, quand on fait des restaurants, on ne s'intéresse plus au foot. Voilà. Et donc, à un moment donné, si la situation de Textor aujourd'hui et de l'OL en général, on en est là, c'est qu'en effet, Aulas, il a construit ce modèle-là. Et c'est un procès politique qu'il est susceptible aujourd'hui d'assumer. Ouais. Romain, c'est du pain béni pour ses adversaires ? Ah bah oui, là, je pense que c'est une chance incroyable. Je pense que personne à gauche chez les écolos avait envisagé qu'il puisse avoir un pareil retournement de situation. Après, je pense que le maire de Lyon ne veut pas que l'OL coule non plus. Ah là, je suis tout à fait d'accord. Si Bruno Bernard, ça fait un bout de temps qu'il dit que ça se terminera mal. Ça se terminera mal, cette histoire. Oui. Il était j'ai vu assez convaincu que ça se passerait mal. Oui, et ça c'est son côté chef d'entreprise. Il voyait pas bien le modèle économique de John Textor et il alertait là-dessus. Mais là, je pense que là, c'est son côté fan de foot, Bruno Bernard, qui parlait. Et il voulait que ça continue. Je veux dire, là, politiquement, c'est quand même une aubaine incroyable pour eux de voir que leur adversaire, qui était vraiment... Enfin, on voit bien que sans Aulas, la situation était quand même très favorable pour Bruno Bernard et surtout pour Grégory Doucet. Et que tout d'un coup, il y a Aulas qui arrive, il y a des sondages bons et il est quand même très haut. Et puis les gens, même si Pierre Oliver, les gens sont prêts à aller derrière, Béatrice de Montilly, tout ça. Bon. Et donc, ils ont un vrai adversaire. Et tout d'un coup, cet adversaire est frappé dans le dos. Parce que personne ne pouvait s'attendre à ce que l'OL, la situation de l'OL, devienne le point faible de la campagne de Aulas. Parce que comment est-ce que Aulas peut dire les gars, je vais prendre la ville en main, ça va être admirable ce que je vais faire, parce que c'est incroyable ce que j'ai réussi à faire à l'OL. Mais on va dire, mais t'as vendu un type que personne ne connaissait, personne ne voulait de lui, et 3 ans après, c'est un désastre. Tu vas faire quoi avec la ville de Lyon ? C'est quoi le modèle ? Comment est-ce que Aulas... Et d'ailleurs, on a bien vu, quand la nouvelle de la relégation est tombée, Aulas a comme d'habitude fait un tweet, mais ça n'avait rien à voir avec les tweets habituels. On voit bien qu'il n'est pas écrit par la même personne. Ça, c'est un tweet extrêmement carré, juridique, pour essayer de se border. Et juste après, il reprend son ton habituel pour dire avec Edouard Hoffman, oui, n'importe quoi, faut arrêter avec ses bacs à fleurs et tous ces trucs-là. Donc il essaie de découpler, on voit bien qu'il essaie de découpler complètement les deux trucs, en disant, ça ne me concerne plus l'histoire de l'OL, et par contre, je suis un futur maire incroyable. Mais c'est impossible que les gens, les électeurs, les citoyens lyonnais qui vont supporter la campagne de septembre à mars, c'est impossible que les gens n'aient pas en permanence en tête le fait qu'ils s'occupent de la ville alors que le club pour lequel il a bataillé 30 ans est en train de couler. C'est impossible. D'autant que la particularité d'Aulas, c'était son aura. C'est ça qui fait sa force politique. C'est l'aura qu'il a en tant qu'ancien président de l'OL et celui qui a bâti l'OL. Le problème, c'est que le corollaire de ça, c'est qu'il a certes une aura, mais il est faible politiquement. Et dans les propositions qu'il fait depuis le départ, c'est poussif quand même. Il n'y a rien de... On voit bien qu'il n'est pas prêt, en fait, à diriger une grande collectivité, à saisir les enjeux. Et donc, la crise que connaît l'OL, avec le procès qui va lui être fait, y compris instrumentalisé, avec la mauvaise foi habituelle du jeu politique, etc., qui les uns les autres vont aller voir la gestion finale de l'OLAS, parce qu'elle n'est pas si flamboyante que ça, sa gestion à la fin. Les résultats de l'OL financiers, ils sont négatifs. Ça ne va pas bien, l'OL, à la fin d'OLAS non plus. Et donc, en fait, son aura, avec la crise que connaît l'OL aujourd'hui, couplé à une faiblesse politique en termes d'appréhension des enjeux, de capacité à porter un discours et un projet pour Lyon, je pense que oui, il va être en difficulté si tant est qu'il est candidat. Il n'est toujours pas candidat, le garçon. Ouais. Et il paraît même que l'annonce de sa candidature qui était prévue la semaine prochaine pourrait être décalée à la rentrée, finalement, en raison de l'actualité de l'OL.
Oui, c'est un signe qu'effectivement c'est une difficulté. Je pense qu'effectivement il aurait raison à ne pas le faire tout de suite. Il faut que l'histoire de l'OL soit un peu. Effectivement, ça devient un boulet alors que c'était sa chance. Il y a une question qui est un peu une question piège d'ailleurs pour lui autour de l'OL. Si un jour il accepte de venir répondre aux journalistes, on lui posera. Mais s'il est meilleur de Lyon, qu'est-ce qu'il fait pour l'OL Est-ce qu'il va faire quelque chose? Alors, s'il fait quelque chose, tout de suite il y aura collusion. La suspicion de conflit d'intérêts exactement. Et s'il fait rien, enfin quand même. C'est quand même ça votre boulot. Est-ce que ce serait pas mieux du coup que vous repartiez? Et que sauver ce club. Il a bien vendu quand il est parti. Peut-être que s'il y a un besoin de réinvestir dans le club, peut-être que c'est la personne de s'adapter. Donc je pense que pour les supporters qui pouvaient aimer ce qu'incarne Jean-Michel Aulas, il y a une question. L'avoir maire de Lyon, c'est pas sûr que ce soit l'idéal. Enfin, pour lui, c'est pas facile de répondre. Après, il a du talent et on est impatient de voir ce qu'il sera capable de dire. Oui, il a du talent, il saura faire, et surtout, la crise de l'OL, elle va forcément se résoudre là dans les prochaines semaines. Ou pas? Oui, mais L2, c'est pas. A priori, elle va se résoudre positivement ou négativement. Voilà, elle va se résoudre quoi qu'il arrive quand même. Sauf que la décision du gendarme financier, dans la lecture de qu'en font les experts, c'était essentiellement d'abord d'envoyer un message très clair à tous les clubs en France, de dire quand on vous donne un cahier des charges, il faut le respecter, on n'est pas là pour tergiverser. Donc il y avait déjà une dimension politique très forte dans le message global, et donc l'OL finalement a permis d'exprimer ce message de manière très forte. Mais il y avait aussi le fait que si les engagements financiers demain sont prouvés, etc., réconfortés, il y aura possiblement une issue favorable. Donc le sort de l'OL n'est pas encore scellé, il y a des choses qui se jouent en coulisses, il y a des choses, effectivement, des règlements de compte avec Textor, etc. Moi, je ne suis pas aussi dur que vous pouvez l'être, et je pense vraiment que c'est un débat d'experts et que, pour le coup, le grand public est moins impacté par cette notion de grand stade, etc. Je pense qu'au contraire, les Lyonnais, les grands Lyonnais, ce qu'ils voient, c'est plutôt un grand capitaine d'industrie qui a été en capacité d'être visionnaire pour un territoire, c'est-à-dire de construire un grand stade à une époque où tout le monde le construisait, pardon, je termine, et à un moment aussi où il y avait toute une dimension de loisirs ramenée par le secteur privé, comme ce qui est fait dans le monde entier, aux États-Unis, en Australie, etc., sur cette logique du sport et de l'entertainment qui se construit autour des stades. Donc, au contraire, moi, j'y vois plutôt quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui est en capacité de porter des projets d'ampleur. Après, on peut discuter ou critiquer de la méthode et de la façon de le construire, encore une fois, mais pour le coup, on ne peut pas, on va dire, cloisonner ou cantonner Jean-Michel Aulas à une gestion plus ou moins aboutie d'un club de foot. Je pense que ça va bien au-delà de ça. Non seulement les supporters de l'OL voient bien aujourd'hui que le côté visionnaire d'Aulas, en fait non, il n'a pas été visionnaire. La vérité, c'est que la promesse du grand stade, la promesse de l'OL Land, la promesse de ce grand projet immobilier, c'était justement de faire de l'OL un grand d'Europe, de garder cette capacité, ce modèle lyonnais qu'il avait à l'époque dans les années 2000. Le fait d'avoir un stade, c'était la promesse que ça allait... oui, mais là, c'est le monde du foot qui est en crise. C'est pas forcément celui de Lyon. Non, mais Aulas, son projet, c'était justement de découpler le modèle économique du monde du foot. C'était sa promesse. C'était de dire, je ne veux plus dépendre des aléas des résultats sportifs. Donc, je deviens un grand ensemble de promotion immobilière. Eh bien, on voit bien que ça ne marche pas. Donc, le côté visionnaire d'Aulas, ça ne fonctionne pas. Par ailleurs, quand on regarde si on prend simplement l'urbanisme de ce projet OL Land, c'est minéral à souhait. Donc sur les enjeux d'aujourd'hui de Jean-Michel Aulas qui appréhende d'être maire de Lyon avec les enjeux du changement climatique, on voit bien ce qu'il a fait. Donc le côté visionnaire d'Aulas, on peut au moins, avec le recul qu'on a aujourd'hui sur l'ensemble d'OL Land, considérer que économiquement pour l'OL, c'est pas une réussite. Urbanistiquement, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et en termes de modèle financier économique, c'est un échec. Voilà. Oui, on peut difficilement dire qu'aujourd'hui, à 75 ans, il va proposer une vision de la ville, jusqu'en 2033, qui va irriguer et qui va satisfaire les... On sait rien. Non, mais juste, si, parce qu'effectivement, il a 75 ans, il n'a jamais fait de politique. Parce qu'à 75 ans, on ne peut pas avoir de projet pour l'avenir ? On peut en avoir, mais enfin, c'est quand même, a priori, les gens qui débarquent dans un champ complètement nouveau, à 75 ans, et qui est révolutionnaire. Il y a peut-être des exemples, mais ça va pas être... Il va peut-être pas le faire tout seul, j'imagine qu'il va le faire. Mais pour l'instant, il est là, il a 75 ans, il dit, j'ai tout révolutionné le monde du foot. Finalement, cette idée de faire un énorme complexe, d'avoir notre propre stade, ce que personne n'a jamais fait. Oui, mais attention, je ça marche pas. Mais
Et en fait, ce qu'il dit, c'est pas j'ai tout fait avant, j'ai réussi, etc. Donc je vais m'attaquer à la ville de Lyon. Lui, ce qu'il dit, c'est je suis lyonnais de cœur et habitant. Je suis malheureux de voir la situation et il faut bien que quelqu'un se retrousse les manches et vienne. Ça aussi. C'est pas plus crédible si vous dites. Vous pouvez le dire plus crédible si vous êtes Jean-Michel Aulas et que vous avez gagné la Coupe d'Europe à la place de Paris. Mais comme vous n'avez pas du tout gagné la Coupe d'Europe et que votre club est en L2 ou à 2 doigts d'être en L2, ça décrédibilise la force de cette idée. On va quand même accorder à Jean-Michel Aulas un petit peu plus de crédibilité qu'Edouard Hoffmann. Enfin, pour l'instant, ils se tweetent les uns les autres, c'est merveilleux. mais c'est vrai que par contre, en tant que Bruno Bernard en tant que supporter et Jean-Michel Aulas en tant que candidat, ils vont croiser les doigts pour que l'OL reste en Ligue 1 et ait des résultats, alors que son équipe va perdre la moitié de ses joueurs, en fait sa masse salariale déjà, qu'on vend les plus grands talents, qu'apparemment on pourra acheter personne, qu'il n'y a plus de centre de formation pour sortir des jeunes joueurs. Mais il y a un super entraîneur, et peut-être que, parce que c'est aussi la magie du foot, peut-être que l'OL, à la rentrée, va être capable de faire un super parcours et ça bénéficiera à Jean-Michel Aulas. Et je vous propose qu'on avance. Il y a un autre débat plus global sur le sport qu'on pourrait avoir un jour, c'est la déliquescence des clubs sportifs de l'agglomération, puisque là on parle de l'OL, mais il y a aussi l'ASVEL féminin qui vient d'être rétrogradé et qui perd son statut professionnel. Vous avez l'ASVEL masculin qui a des problèmes. Le hockey, le volley ont complètement disparu. Le Loup a un gros budget, mais a des résultats sportifs qui sont quand même assez inégaux. En 10-15 ans, on a quand même beaucoup perdu. Revenons sur les municipales 2026 à Lyon, avec le casting qui évidemment s'affine, avec les prochaines échéances. Un nouveau prétendant s'est déclaré, Alexandre Humbert Dupalais, qui a été investi par l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, et qui sera soutenu par le Rassemblement national, qui renonce donc à présenter directement un candidat à Lyon. Raphaël, on a vu cette semaine sur votre plateau que Alexandre Humbert Dupalais, il va essayer de rassembler les potentiels électeurs de droite qui sont déçus par le fait que Jean-Michel Aulas serait leur candidat, soutenu par la Macronie également. Est-ce que c'est une stratégie qui est viable? Et puis si on part sur le RN, est-ce que Lyon est devenu aujourd'hui totalement hermétique à ces idées de lui donner un arrondissement, ou ne serait-ce même que des conseillers municipaux? Je ne sais pas si... Enfin, Lyon n'a jamais été une place forte de l'extrême droite. Après, Humbert Dupalais, c'est un candidat d'extrême droite. Je vous rappelle que son parti, c'est celui qui s'est réjoui de la victoire de Trump aux États-Unis. C'est leur modèle. On est quand même sur un logiciel qui n'est pas la droite gaulliste traditionnelle. Donc, même si il a un côté, il a un look, un avocat, et qu'il, comme il dit, il drague les jeunes droitards qui ont le même look que lui, on est quand même sur un profil qui est assez radical. Donc oui, c'était amusant de voir que en ce moment sur Jean-Michel Aulas, dont tout le monde parle, quand même, c'est quand même son grand talent, il y a à droite, enfin à gauche, ils ont beaucoup dit qu'il était soutenu par Sarkozy, que c'était le candidat de la droite, c'était ça l'info de la semaine, et lui il retient que non, c'est le candidat de Macron, parce qu'il faut pousser Aulas au centre-gauche. Donc faisant ça, peut-être qu'il va aider Jean-Michel Aulas, peut-être qu'il va effectivement aller capter une partie électorat de droite et aider Jean-Michel Aulas à se recentrer, parce qu'Aulas ne gagnera pas à droite, il gagnera au centre-gauche si jamais il arrive à gagner. Il a quand même un profil pour faire un score. On ne sait pas le mode de scrutin encore, donc c'est difficile de se projeter. C'est compliqué. Mais on peut imaginer que cette fois, il arrive à être au-delà des 10%. Ça veut dire qu'ils ont des élus, mais ça veut dire aussi que ça enterre quasiment complètement les chances de la droite. Romain? Oui, alors bon, c'est à la fois comme ça et bizarre. Enfin, comment est-ce que il y avait quatre circonscriptions quand même aux élections d'il y a un an, avec 4 candidats du RN qui étaient quand même dans Lyon. Humbert Dupalais, il était complètement à l'extérieur de Lyon. Comment est-ce qu'il se retrouve à Lyon Moi, je vais vous l'expliquer. Vous vous souvenez des noms des candidats RN aux RN? Voilà, je vous ai expliqué. Mais je me souvenais guère plus du nom de Humbert Dupalais. Bon, quand même. Oui, c'est vrai, vous avez raison, je l'ai un peu rencontré. Et c'est-à-dire, comment est-ce que cette ville qui a eu Marion Maréchal Le Pen, qui est donc a eu une présence de l'extrême droite significative, est incapable de produire en son sein ne serait-ce qu'un début de commencement de candidats qui puissent porter les couleurs. Et comment est-ce que ce parti qui a failli gagner les élections législatives au niveau national, qui a vraiment l'intention de gagner les présidentielles, est incapable de sortir un candidat dans la 3e ville de France? Parce que vous l'avez dit, le problème c'est depuis qu'il y a Marion Maréchal. Oui. Puisqu'il y a eu des dissensions internes avec Agnès Marion, Christophe Boudot,
Et donc, il n'y a pas une personnalité lyonnaise qui a germé ces dernières années. Ils sont un peu tirés dans les pattes. Enfin, il y en avait depuis Gollnisch, quoi. Il y avait Boudot quand même qui était conseiller municipal à Lyon. Donc il y avait, Mais qui s'est fâché avec eux au bout d'un moment. Oui, d'accord, mais il y a un garçon qui s'appelle André Cotarac à Lyon, qui, on n'a pas compris pourquoi il était candidat dans l'Ain, d'ailleurs, aux législatives. Donc c'est vrai que, pardon, je prends la parole au bon, mais oui, on ne comprend pas pourquoi ils ont tant de mal à avoir un casting qui dure dans le temps, alors qu'ils peuvent avoir des personnalités qui sont sur le territoire et qui sont lyonnais. C'est difficile aussi de s'enraciner quand on n'est pas conseiller municipal ou simple conseiller d'arrondissement. Ce qui a été leur cas ces derniers temps. À part Bruno Gollnisch. Faire moins de 5%, c'est quand même incroyable. Robert Dupalais, il est assez clair pour dire qu'il vient au municipal, mais enfin il repartira aux législatives. Hein. Il a bien compris qu'il prend l'élection la plus visible au municipal parce qu'il n'a aucune chance de gagner où que ce soit, puis que c'était son colistier qui était candidat à Givors, donc en fait il n'a pas vu où il pouvait gagner une ville. Donc il est là, c'est visible, mais après aux législatives, il sera peut-être soit à Givors, peut-être qu'il ira dans l'Ain comme Cotarac, parce qu'ils font tous le même calcul qu'il y a en ce moment une génération d'élus d'extrême droite, de gens qui peuvent se faire élire à l'extrême droite, mais que s'ils se présentent à Lyon, ils ont quand même peu de chances d'en faire partie. Il y a deux raisons à ça. Il y a une stratégie nationale du Rassemblement national qui est plutôt sur les législatives que sur les municipales, parce qu'ils savent qu'ils ont du mal à cranter, ils ont du mal à avoir des candidats parfois partout. Et puis il y a une raison locale, c'est que Agnès Marion, sur les municipales de 2020, avait fait 5% des voix. Donc c'était quand même vraiment compliqué pour eux de faire des listes, de trouver 220 personnes dans tous les arrondissements où ils voient qu'ils ont quand même du mal à cranter. Et en revanche, j'ai l'impression que leur stratégie, elle se dessine plutôt sur les listes métropolitaines et d'aller se dire que, fort des résultats des législatives, d'aller plutôt capitaliser, on va dire, sur les villes, notamment dans l'Est lyonnais, où ils vont peut-être pouvoir engranger, pourquoi pas des mairies, en tous les cas des bons scores aux métropolitaines, que de peut-être mettre des ressources parce qu'il faut en mettre partout et que c'est chronophage et qu'il faut trouver des gens pour les porter, plutôt que de se concentrer sur la ville de Lyon, dont ils savent que c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant qu'en tous les cas, ils ne misent pas au moins sur certains arrondissements. Alors effectivement, comme le mode de scrutin est toujours pas défini, même si je crois comprendre qu'il y a quelque chose qui se dessine dans les prochains jours, donc on devrait être fixé, avant le 15 juillet. Donc on saura déjà un petit peu plus, mais en tous les cas, il y a peut-être ça, une stratégie qui est en train de se dessiner et plutôt d'essayer d'aller là où ils pensent qu'ils peuvent, sont le plus à même peut-être de l'emporter. Là, tu as raison de dire que c'est une stratégie nationale, mais ils sont quand même paradoxales, ces partis populistes, et ils portent bien leur nom en fait, parce que leur dernière victoire quand même politique et intellectuelle, c'est sur des sujets comme la ZFE par exemple. Qui concerne quoi? Qui concerne les métropoles quand même. Et ils sont infoutus d'avoir un discours sur les métropoles, de pouvoir présenter des candidats sur les métropoles, en tout cas sur les villes-centres des métropoles. Et donc moi j'y vois une espèce de vrai populisme, c'est-à-dire ils parlent à une certaine partie de la population et pas à d'autres. Voilà. Donc c'est un parti. Comme le fait LFI dans l'autre sens. C'est les deux extrêmes, on est d'accord. Moi là-dessus il n'y a pas d'ambiguïté. Le sujet c'est il faut quand même noter cette contradiction ou cette ambiguïté du RN qui à la fois a réussi quand même à poser dans le débat public que la ZFE était un problème. Au-delà de la difficulté intrinsèque de la ZFE dont on peut parler, mais globalement l'extrême droite a réussi ce combat politique aujourd'hui, et alors même que c'est à l'intérieur des villes que ce sujet se pose, ils sont incapables d'avoir des candidats comme à Lyon ou comme d'ailleurs dans d'autres métropoles de France. Mais oui, parce que quand même, vous voyez quelqu'un comme Christophe Jourgeon, ça n'a rien à voir politiquement, mais c'est un gars qui a beaucoup de mal à être élu, il est là depuis 15 ans. Il est centriste, lui. Oui, non, mais bien sûr, il est centriste, je ne dis pas du tout ça, mais je veux dire, c'est pas... Parce que lui, il peut faire des alliances avec la droite, c'est comme ça, ou avec Gérard Collomb, c'est comme ça qu'il a été élu aussi. Oui, mais il n'est pas toujours élu. Et alors que le RN, le FN, ils pouvaient faire alliance avec personne. D'accord, mais enfin, oui, mais par ailleurs, ils ont de quoi... Et puis la différence, c'est que Christophe Jourgeon, il est implanté sur son arrondissement. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables d'implanter quelqu'un sur son arrondissement qui tient plus de 3 ans? C'est quand même pas, c'est pas fou, c'est pas non plus un parti qui a pas d'argent, enfin, on sait, qui est pas nationalement, enfin c'est quand même incroyable de pas être capable de pérenniser des gens qui vont tenir plus de 3 minutes.
Après, Christophe Jourgeon, c'est un exemple particulier. Oui, c'est non, mais quand même j'ai quelqu'un pris qui Christophe bosse Jourgeon. vachement. Non, mais on voit bien que ce qui a parti, des de idées. toute façon, a une difficulté permanente. On a bien vu aux législatives avec Ah oui. tous les dingues qu'ils ont dans leur rang et ils s'en sont rendus compte Oui, à ce moment-là. parce que à ce moment-là, ils deviennent visibles. Et donc, ce parti, en fait, est intrinsèquement composé de gens qui sont soit notoirement incompétents, soit notoirement racistes, il faut le dire, soit notoirement xénophobes ou antisémites. Et donc, c'est compliqué aujourd'hui pour un parti comme ça d'avoir des gens partout. Oui, mais Et quand même. en fait, ils ont une chef de file ou deux aujourd'hui. Ils ont quelques parlementaires qui tiennent objectivement la route. Hein. Et pour le reste, eh ben, c'est un parti qui ne change pas, en fait. Oui, Voilà. mais ce serait pas très grave si c'était Cholet. Mais là, Lyon. Mais c'est pareil partout. C'est pareil à Lyon comme partout. On a bien vu aux législatives que partout, ils avaient des candidats qui ne tenaient pas la route. Partout. En fait, c'est pas le sujet lyonnais. C'est que ce parti est construit comme ça. L'architecture de ce parti, le personnel politique de ce parti est composé de gens qui sont incompétents ou qui passent et qui sont pas capables d'avoir une base, un personnel politique qui s'implante, qui travaille les dossiers. Et en fait, c'est un parti qui est fait quand même un peu d'opportuniste. On le voit bien avec monsieur Humbert Dupalais là. Allez, c'est notre dernière émission de la saison 2024-2025 qui a été riche en événements, rebondissements, émotions à Lyon et dans son agglomération. Je vous ai demandé autour de la table de retenir un fait qui vous a marqué cette année. J'espère que vous avez tous bien travaillé. Commence avec Alexandra. La bonne élève peut-être. Fait qui m'a... Je plaisante. Non, ce qui m'a marqué sur cette année, c'est évidemment... on va dire que l'année de tous les risques pour les écolos, c'est-à-dire d'avoir surfé, entre guillemets, et tout tenté sur la ZFE, la ZTL, j'en oublie, les travaux... Pardon ? Les tramways. Les tramways, pas seulement, mais c'est surtout cette espèce de déconnexion entre la volonté de transformer radicalement la ville et l'incapacité à assurer ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire de la concertation, du dialogue, un accompagnement. Donc moi, c'est vraiment ce qui ressort, c'est ça. Et puis l'autre volet, c'est la prolifération de candidats pour Lyon. C'est-à-dire qu'on a un moment dépassé le nombre de candidats par rapport au nombre d'arrondissements. Donc en fait, tout le monde... Ça va mieux aujourd'hui. Ça va un petit peu mieux, visiblement. Grâce à Jean-Michel Aulas, mais Jean-Michel Aulas n'a toujours pas annoncé qu'il était officiellement candidat. Donc ils vont tous revenir, c'est ça ? Donc j'en sais rien, mais en tous les cas, non, par contre, cette espèce de crise d'ego et vraiment le message pour l'avenir, c'est j'espère vraiment que tout le monde va avoir un peu le sens de la mesure et des proportions. La situation de Lyon, elle est très préoccupante, quelles que soient ses idées, quelle que soit sa vision de la politique, peu importe. Mais à un moment, on ne peut pas dire il y a un problème et l'heure est grave et les Lyonnais ont des attentes et des besoins qui sont criants et dire moi je suis prêt, il faut se fédérer, il faut se rassembler, mais ce serait bien que ce soit moi qui conduise et que vous soyez tous derrière moi. Donc je pense qu'il faut que tout le monde fasse un peu un effort et j'espère que, enfin les attentes elles sont très fortes des Lyonnais, donc vraiment j'espère qu'on va réussir à porter un projet qui soit à la hauteur des attentes des habitants. Je sais que c'est peut-être un vœu pieux parce que nombreux sont les politiques qui considèrent que le programme n'a que peu d'importance dans une élection. Moi, il me semble qu'au contraire, c'est un peu peut-être idéaliste encore, mais moi j'ai vraiment le sentiment que les politiques publiques sont faites pour présenter des projets aux gens, et en particulier les élections, et que si on veut que la classe politique ne soit pas anéantie, décorrélée, systématiquement critiquée pour justement son manque de niveau, je pense qu'elle a tout intérêt à construire des choses solides et à proposer des visions qui s'affronteront dans un débat démocratique, je l'espère, de qualité. Mais en tous les cas, voilà, qu'on soit à la hauteur des enjeux pour la ville. On a retenu le premier message, arrêtez de tous croire que vous avez les épaules pour être maire de Lyon. Raphaël. Politiquement, le fait majeur, c'est pas très original, mais effectivement, Aulas a transformé cette campagne. C'est-à-dire que si on se reprenait en début d'année, même s'il y avait une insatisfaction, il y a une crispation autour des écologistes, il y avait un champ politique qui était complètement dégagé. Ouais. On prédisait même un grand chelem pour les écologistes. Voilà, et ça change tout des deux côtés. C'est-à-dire que la droite, qui était complètement explosée, arrive à s'unir, parce que c'est un miracle pour eux. Hein, ils n'imaginaient pas avoir quelqu'un capable d'être en situation de l'emporter. Donc là, c'est vraiment une transformation, on le voit. Et puis à gauche, on voit bien aussi qu'ils étaient plutôt partis pour alors, je n'ai pas dit qu'ils étaient en train de se rassembler, mais ils étaient vraiment tous à dire qu'il fallait se compter, et on commence à voir qu'il y a quand même de plus en plus de discours d'union, de prudence,
il va falloir quand même comprendre. Enfin, ils ont compris qu'il faudrait faire une vraie campagne. Parce que je pense que c'était le vrai risque qu'il y avait il y a un an pour Grégory Doucet, c'était d'imaginer que la situation politique était claire et que quelque part il n'y avait pas besoin de faire campagne. Et c'était la situation où il aurait pu perdre. Là, je pense qu'ils ont ça les a tous réveillés. On verra dans la campagne ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont être capables de proposer un vrai renouvellement parce qu'il y en a clairement besoin. Et puis parce que c'est sain aussi pour la démocratie. D'ailleurs, on fait d'abord déjà les souhaits. Moi, je trouve que c'est assez réjouissant de voir qu'il y ait autant de candidatures, autant de gens qui ont envie de s'investir. Et je pense qu'il faut souhaiter qu'il y en ait davantage. Et il faut rappeler que la dernière fois, les écologistes, beaucoup ont été élus alors qu'ils imaginaient juste faire une campagne, quoi. Et ils se sont retrouvés vice-présidents. Certains ont réalisé que peut-être la politique, c'est pas tout à fait pour eux, ils vont passer à autre chose. Mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le regrettent. C'est un message aussi à la société civile. Allez-y, c'est intéressant la politique. Et pourtant, ils en ont pris plein la gueule. Hein. Ils en ont pris plein la gueule, mais gérer des affaires publiques. On a reçu Isabelle Petiot, là, qui s'occupe des traitements des déchets à la métropole. Elle n'était pas structurée pour être élue. Elle nous a raconté quand même une expérience de vie tout à fait passionnante auprès des charges, de la gestion des déchets. Voilà, donc je ne sais pas si elle nous a dit elle-même qu'elle n'était pas forcément candidate pour la suite, qu'elle verrait bien, mais en tout cas, elle fait partie des gens qui auront au moins appris, n'auront pas regretté d'y être allés. Donc dire à tout le monde, bah oui, n'hésitez pas à vous engager derrière les candidats, parce que notre démocratie, elle a besoin d'une vitalité. Donc là, pour l'instant, on peut vraiment s'en réjouir de ça. Et après, l'autre attente, pour l'instant, elle est déçue, c'est d'avoir des propositions à la hauteur. La seule qui a démarré, c'est Nathalie Perrin-Gilbert, parce qu'elle voit qu'elle est un peu en retard aussi, elle voit qu'elle est un peu isolée. C'est vrai que c'est la seule qui fait des vraies propositions approfondies, en tout cas, travaillées. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la proposition pour le musée Guimet. Je trouve qu'elle est intelligente. Oui, c'est solide. C'est solide. Voilà, c'est dire qu'on ne fait pas un musée, on fait un lieu où on peut aller expérimenter, que les gens maintenant ils cherchent des sorties où ils vont pouvoir mettre les mains dans le cambouis, ils vont pouvoir faire. Je trouve que ça s'appelle le musée des Confluences, non? Le musée des Confluences, mais pas les mains. Non, la cité de la gastronomie, non? La cité de la gastronomie, on regardait, mais on ne mangeait pas. Non, puis là, il y a une vraie dimension éducative pour les enfants, etc. Non, le projet est très construit, très fouillé. Moi, j'étais agréablement surprise, effectivement. Pas qu'il faut le faire, mais en tout cas, ça touche juste. C'est la première fois qu'on entend un truc, on se dit, tiens, là, ça fait sens, c'est une belle proposition. J'ai bien aimé aussi, proposition, mais parce que je suis un vieux nostalgique de Bachaboulou, la proposition du candidat communiste d'un droit aux vacances. Dire que ça doit revenir une compétence. Je trouve trouvé dommage que la ville sous Colomb se sépare de Bachaboulou. C'est là où on organisait les classes vertes, les classes de neige des écoles. J'y suis allé enfant. J'y suis allé après même comme animateur de colonie. Et donc oui, je trouvais que c'était triste que mes enfants, ils connaissent pas, ils n'ont pas connu de classe verte, de classe de neige. Séquence nostalgie. Non, moi, il y a un an, on avait une espèce de dynamique à gauche qui était très nette, qui s'appelait le NFP. On a vu que ça n'a rien donné, alors que même, ça a été un désastre, la gestion nationale de cette annonce de la victoire aux législatives de 2024. Ça a été vraiment un désastre. Et j'ai été surpris de voir qu'à Lyon, les choses ne se passaient pas mieux. Il n'y a aucune dynamique de gauche. C'est impressionnant. Oui, ils font encore des événements à gauche. Ils en font un là en juillet avec les 4 députés du NFP qui font une petite réunion publique barbecue. Ah oui, barbecue. Vegan. Ouais. Okay, il y a ce barbecue qui remet en cause ce que je venais de dire, mais sinon je suis impressionné de voir comment la majorité n'est absolument pas une majorité plurielle, qu'il n'y a aucun débat, c'est dramatique entre l'EPS, l'exclusion de NPG au milieu de l'année sans qu'on comprenne exactement, alors j'ai peut-être mal suivi, mais sans qu'on comprenne quelles étaient les raisons politiques qui ont mené à ça. Donc les Verts, effectivement, n'ont aucune évidemment, eux, ils gèrent des tonnes de travaux, donc on voit bien ce qu'ils font, ils n'ont rien à dire, donc ils ne disent rien sur cette idée qu'il faut rendre la ville neutre. Il n'y a plus aucun programme, mais bon, dans un sens, eux, ils ont à gérer des centaines de milliers de travaux, donc on comprend, mais à gauche, il n'y a aucun débat, rien, aucune idée, c'est une catastrophe, et alors à droite, alors là, alors on se dit, mais là, c'est pas possible. C'est au-delà du au-delà du au-delà. Ils passent leur vie à dire, il y a trop de travaux. Il n'y a
aucune idée de ce que comment pour le coup, c'est parce que les calendriers sont un petit peu différents. Parce qu'à droite, finalement, vous avez une Béatrice de Monti qui fait ses réunions quand même depuis un moment, qui consulte. Pour les métropolitaines, c'est pareil. Je pense que les calendriers sont aussi un petit peu différents. C'est pour ça qu'on a peut-être ce décalage et l'impression de ne pas avoir de propositions. Oh, il y a des propositions. Hein. Je vous rappelle la gratuité, la proposition d'Olas, la gratuité pour ceux qui gagnent moins de 2500 €, les maisons de la colère, là où les gens pourront exprimer leur ras-le-bol. Mais c'est des petites choses ponctuelles, tandis que voilà, il n'y a pas vraiment de projet. Vers où on irait en 2033 si on avait élu quelqu'un d'autre, on n'avait pas mais même le début de commencement d'idée. Donc l'électroencéphalogramme lyonnais est à zéro et plat. On attend qu'il se passe quelque chose. On est tous suspendus à Aulas et plus personne. Enfin, si, plus personne, c'est exagéré, mais on commence à avoir un doute sur le fait qu'il soit capable de réveiller l'électroencéphalogramme lyonnais. Slim. Oui, alors ce qu'il faut retenir de cette année politique, c'est un caractère un peu déceptif, à la fois dans l'émergence de personnalités politiques. Bon, il y a Aulas, mais il était dans le paysage, même s'il n'était pas politique, il était dans le paysage. Il a réveillé la campagne, mais sans bousculer non plus le fond, c'est-à-dire qu'on a une campagne qui, pour l'instant, est clivante, mais sans débat d'idées. Et ça, c'est pareil, c'est un petit paradoxe. On a un clash permanent entre les écologistes et ceux qui refusent le projet des écologistes. Bon, c'est très bien, ça tourne un peu en rond et je rejoins Romain sur l'idée que, en fait, on vit un début de campagne sans réelle proposition, sans projet, sans programme. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est que personne n'est en capacité, mais ça rejoint aussi le constat qu'on peut faire au niveau national, personne n'est en capacité pour Lyon d'embrasser les grands enjeux et de porter un projet sur la base des grands enjeux. Qu'ils soient climatiques, sociaux, le logement, l'éducation, les loisirs, les transports. Et à un moment donné, on a des propositions résiduelles. Le sujet de la gratuité des transports, pardon, mais ce n'est pas ça qui va entraîner une dynamique sur la question des mobilités à moyen et long terme. Et moi, ce que je constate aussi, c'est l'inculture de nos responsables politiques au global. C'est-à-dire qu'en fait, en Chine, aux États-Unis, on a des villes qui testent aujourd'hui, dans la vraie vie, les robots taxis, c'est-à-dire des véhicules autonomes qui circulent déjà dans des villes en Chine, aux États-Unis, etc. Et nous, en Europe, et à Lyon en particulier... On a été précurseurs à Lyon, vous avez le Navia qui passait juste derrière. Il passe plus aussi. Non. Mais justement, les grandes sociétés de mobilité travaillent avec des villes chinoises ou avec des villes américaines aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus ce travail. Alors, je ne dis pas qu'il faut de la technologie ou du technicisme en permanence pour résoudre les problèmes qui se posent au quotidien, mais c'est aussi la capacité de raisonner sur les grands enjeux et de porter soit le pays, soit une ville à horizon de au moins 10-15 ans, parce que c'est quand même ça, l'horizon politique qu'on doit avoir. Donc ça, c'est le premier sur sujet. L'intelligence artificielle, il n'y a pas un mot. Alors que quand même, on est dedans. Premier sujet déceptif. On entend Nathalie Perrin-Gilbert qui a des intuitions. J'ai entendu, moi, ce qu'elle veut faire sur l'ancienne école des Beaux-Arts, sur les pentes de la Croix-Rousse. Et là, il y a une intuition par rapport aux grands enjeux contemporains, sur la question des médias. Et bon, Nathalie Perrin-Gilbert, c'est une élue qui a de l'expérience, qui travaille beaucoup, qui connaît ses dossiers. Et c'est ce qui manque aussi dans le débat public, c'est d'avoir et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, il y a des élus qui sont en capacité quand même de porter des débats de fond, plutôt que là, on a une espèce de clash permanent entre Aulas et les écologistes. Franchement, c'est pas très intéressant. Est-ce qu'il y a des embouteillages ou pas, quoi? Et après, ce qu'on peut espérer, c'est que on ait une campagne qui s'ouvre, qui permette aussi de faire émerger de nouvelles personnalités politiques dans le jeu lyonnais, parce que je trouve qu'on est globalement pauvre en personnalités politiques. On était infoutus de se rappeler de qui étaient les candidats RN, etc. Mais on est infoutus de citer spontanément des vice-présidents à la métropole. Et ça, c'est... Non, mais Isabelle Putiot. Les amis, vous, parce qu'on est on regarde ça de façon permanente. Mais la vérité, c'est qu'il y avait une époque où les adjoints à la ville de Lyon étaient quand même identifiés, repérés, les élus à la métropole de Lyon aussi, ou au Grand Lyon à l'époque. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Parce qu'il y avait le cumul aussi qui aidait. Le fait que c'était déjà. Il y avait le cumul, il y avait aussi. L'ancienneté aussi. Il y avait aussi des élus qui étaient là depuis longtemps, qui avaient l'expérience aussi de l'exercice des responsabilités. Voilà, et donc là, il faut aussi que l'expérience écologiste permette aussi de faire émerger des élus qui ont pris des responsabilités. Et il faut espérer que ceux qui ont pris des responsabilités sur le premier mandat
puisse poursuivre, voilà, et permettre aussi à une nouvelle génération d'élus de prendre de l'expérience, de se confronter aux enjeux et de traiter les problèmes qui se posent et de conduire des politiques publiques. Conduire des politiques publiques, moi je suis d'accord pour la société civile, ça s'improvise pas. C'est-à-dire que conduire des politiques publiques, c'est pas juste avoir une idée dans un coin de sa tête et de se dire c'est une bonne idée et ça va marcher. Oui, non, conduire des politiques publiques, c'est compliqué. Ça suppose de connaître la mécanique institutionnelle, le travail avec les services déconcentrés de l'État, le travail avec l'État parfois, connaître les mécaniques administratives au local. Et ça prend du temps et il faut un peu d'expérience quand même. Alexandra ? On allait surtout oublier une œuvre majeure de l'année écoulée, c'est quand même l'œuvre d'art éphémère de la place Bellecour, qui, je pense, restera dans les annales des projets à ne pas faire, à tel point... Il n'est pas fini, Alexandra. Ah bah il n'est pas fini, mais alors, j'ai jamais vu un projet aussi critiqué. D'ailleurs, c'était Il y a plutôt... plein de monde en dessous. C'était plutôt rigolo, la vidéo. Je pense que vous n'avez pas pu si, passer à côté de plein. Pierre Oliver qui est allé mesurer le thermomètre en pleine canicule. C'était très malin de sa part. Effectivement, où finalement il faisait beaucoup plus chaud sous les tissages. En tous les cas, je pense qu'ils auront réussi avec ce projet à vraiment faire une espèce de communion contre. J'ai pas encore trouvé, moi, un Lyonnais qui trouve que ce truc est utile, en tout cas dans sa fonction première, qui était, je le rappelle, faire de l'ombre et rafraîchir la ville. Donc voilà, encore une fois, les politiques publiques, je suis d'accord, ne doivent pas s'improviser et méritent, en tous les cas, un minimum d'exigence dans la qualité de ce qui est produit et encore une fois, sur la méthode et comment on associe les gens à ce qu'on fait. 1,6 million pour cette œuvre. Je laisserai à chacun le soin de... Après, les gens, ils votent avec leurs pieds. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du monde tout le temps. Je passe régulièrement là. Les gens traversent la place par là. Est-ce que ce sont les électeurs qui sont sous le... Voilà, l'avenir nous le dira. Les gens votent avec leurs pieds, avec leurs pédales aussi, parce que sur les pistes cyclables, sont critiquées. Mais il y a tellement de monde dessus. Installation, elle n'est pas finie. On verra quand elle est finie. Elle est peut-être un peu méchante quand même. C'est vraiment dramatique. Ok. Allez, ça sera à suivre puisque ça se termine là, courant juillet, l'installation. Merci à tous, on se quitte pour l'été. Merci pour votre fidélité. L'actualité va continuer bien sûr sur lyonmac.com et nous on se dit à la rentrée.